55 of the largest corporations in America, the Fortune 500, made $40 billion in profits and paid zero in federal taxes? Zero? En fait, c'est une énorme arnaque à l'échelle mondiale et nationale. On a un système qui est devenu profondément biaisé au bénéfice des multinationales. Qui est le gagnant? Les entreprises. Qui est le perdant? Les gens ordinaires qui doivent payer davantage d'impôts parce que les entreprises ne paient pas leur juste part. Ce que les multinationales ont fait, c'est qu'elles ont délocalisé de façon artificielle leurs bénéfices dans des territoires où la fiscalité est faible ou nulle. Vous trouvez 3 types de clients dans les paradis fiscaux. Ce sont des individus riches, c'est les multinationales et ce sont les criminels. Et si suffisamment de gens comprennent que c'est une arnaque, on pourra changer les choses. Il a fallu la crise financière internationale pour que l'ensemble des pays se réveillent et disent qu'il faut mettre fin aux paradis fiscaux. Il faut une règle du jeu. On avait besoin de personnalités de renommée mondiale pour formuler des idées alternatives. L'idée qu'on puisse taxer chaque multinationale comme une seule entité. Ça, c'est révolutionnaire, parce que c'est effectivement un changement profond dans la mondialisation. Mon rêve est en fait très simple. Que chaque entreprise paie sa juste part d'impôts. C'est un des principes de base de la justice sociale. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et d'être aussi nombreux. Je dois dire que je suis époustouflée un jeudi soir de voir une salle pleine de personnes qui ont très envie de parler de fiscalité, de taxation, d'économie. Donc c'est ce qu'on va faire pendant 40 minutes. Alors on va essayer de couper ce temps en deux. On va faire 20 minutes où je vais interviewer les 2 spécialistes à côté de moi et ensuite vous allez pouvoir poser vos questions. Donc n'attendez pas le moment où je vais vous demander est-ce que quelqu'un a une question, essayez de la formuler dans votre tête et pour qu'on puisse avoir l'échange le plus fluide possible, on fera passer un micro. Donc je vais commencer tout de suite par présenter, je vais commencer par vous, Pascal Saint-Amand, à ma droite. On vous a tous les 2 vus dans ce documentaire que tout le monde vient de regarder. Vous avez été l'architecte de la réforme de la fiscalité dont on a beaucoup parlé. Donc c'est celle que vous avez négociée, au fond, pendant ces 15 dernières années en tant que directeur fiscal de l'OCDE. Aujourd'hui, vous êtes professeur de politique fiscale à l'Université de Lausanne. C'est toujours d'actualité. Et vous avez publié un livre récemment qui s'appelle « Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire » aux éditions du Seuil. Et à ma gauche, Gabriel Zucman, chevalier de la Tax Wars, comme vous êtes présenté. Alors vous êtes économiste, vous êtes également enseignant en économie à la London School of Economics, vous êtes aujourd'hui professeur à l'Université de Californie à Berkeley. Vous êtes connu pour vos travaux sur l'évasion fiscale, sur la taxation des plus riches, sur les inégalités. Et vous avez reçu la médaille John Bates Clark, qui est un petit peu le prix qu'on peut recevoir en tant que jeune économiste, un des prix les plus prestigieux accordés aux chercheurs en sciences économiques. Et vous êtes également, et c'est à ce titre-là que vous interveniez dans le documentaire, vous êtes le directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Alors, avant qu'on aille plus loin, moi j'ai une question quand même d'importance, parce que vous êtes chevalier de la Tax Wars, mais Pascal Saint-Amand, quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes chevalier également dans la galaxie Non, moi je suis Darth Vador. Vous êtes Darth Vador. Je suis le papa, forcément. Qu'on aime, qu'on déteste, qui fait du bien et du mal, mais qui, in fine, négocie. Dans mon rôle, dans tout ça, ça a été d'arriver à l'OCDE quand il ne se passait rien en 2007. Il faut se souvenir, hein, l'OCDE, qui savait que l'OCDE existait? Personne. Qu'est-ce qu'il faisait? Rien. Il mettait 10 ans pour négocier un changement de virgule dans un texte, dans un modèle de convention fiscale. D'ailleurs, quand je suis sorti de l'école et que je suis arrivé à Bercy, on m'a dit « Tiens, va voir l'OCDE ».
J'ai fait une visite et je me suis dit, mon Dieu, j'espère que jamais je ne finirai dans ce mouroir, littéralement. C'était en 96. Et puis, je les ai rejoints en 2007 pour apprendre l'anglais. La crise financière est intervenue et à partir de là, le G20 a dit, il faut faire quelque chose. Et personne n'avait beaucoup d'idées, en fait. Et j'avais dit, il faudrait peut-être blacklister les Suisses pour mettre fin au secret bancaire. Et à partir de là, on a commencé une histoire. Et puis en 2012, j'aurais dit, il faudrait peut-être s'attaquer aux multinationales avec des idées. Et ça a permis de dérouler les choses. Donc voilà, j'ai récupéré des cheveux blancs en 15 ans de négociation. Et alors dans le documentaire, on a vu, il y a des critiques qui sont émises vis-à-vis de ce fameux accord de taxation des multinationales à 15%. Il y en a qui disent que ça aurait dû être plus, que ça aurait pu inclure plus d'entreprises. Vous êtes plutôt optimiste sur cet accord? Vous êtes plutôt satisfait de toutes ces années de négociations et de ce que vous avez réussi à participer, à achever? Il y a différents rôles. Il y a le rôle du syndicaliste. Il y a un grand syndicaliste américain, AFL-CIO. On le dit, c'est quoi ton programme? Sa réponse était more, plus. Donc ça, c'est bien. Quand on fait des campagnes et autres, il faut toujours plus. Et puis quand on est négociateur et qu'on a 140 pays autour de la table, dont les États-Unis, dont la Chine, dont l'Irlande, et en fait, ces pays, on ne peut pas leur tordre le bras, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Et si les États-Unis disent on ne fait pas, vous pouvez dire il n'y a qu'à, faucon, mais ça ne se passe pas. Donc il faut trouver des mécanismes pour les faire avancer. Donc 15%, effectif. Personne n'a dit effectif. Je n'ai pas entendu effectif, même dans le documentaire. C'est très important. Ce n'est pas juste un taux de 15%. Quand on dit l'Irlande est à 12,5 ou était à 12,5, l'Irlande, elle était à 5-6% effectif, ce que les gens payaient réellement. Là, c'est 15% effectif. Je vois un sourire se dessiner sur les lèvres de Gabriel parce qu'il y a une petite atténuation, on y reviendra, mais fondamentalement, on est sur du taux effectif. Donc, est-ce que c'est ridicule? Non, c'est bien au-dessus que ce que Bruno Le Maire proposait, par exemple, vous l'avez vu dans le documentaire. Deuxième remarque, très pragmatique, on peut faire des accords, on peut signer des conventions qui sont mises au placard et jamais appliquées. Celle-ci, elle est entrée en vigueur en 2024. Alors, des esprits critiques pourraient me dire, mais attends, les États-Unis et la Chine n'ont pas appliqué. Mais on l'a conçue de telle manière que même sans les États-Unis et la Chine, les boîtes américaines et les boîtes chinoises vont payer 15% sur les profits qui sont aux Bermudes. C'est un truc essentiel, on pourrait y revenir, ce qu'on appelle la masse critique, et on l'a conçu de cette manière-là parce qu'on savait qu'il y avait un risque que Biden ne le fasse pas passer, et on savait que la Chine, grand pays communiste, ne veut pas taxer le capital. Bon, finalement, tout va bien. Hein. Je pense qu'on en a fini avec l'évasion fiscale on vous écoute. Gabriel va dire non. Gabriel Zucman, peut-être que vous voulez apporter un regard sur les limites de cet accord et surtout sur ce qui pourrait continuer à être proposé, à être défendu en ce qui concerne les multinationales, parce qu'on reviendra un peu plus tard sur votre proposition de taxer les milliardaires. D'abord, je veux rendre hommage au travail de Pascal Saint-Amand, parce que je pense vous parlez un peu plus proche dans le micro. Faut que je parle plus proche. Ouais. Donc je veux rendre hommage d'abord au travail de Pascal Saint-Amand, parce que je pense qu'il est trop modeste, et en fait il fait partie des chevaliers Jedi qui ont fortement œuvré effectivement à ce qui est une avancée réelle dans la lutte contre l'évasion fiscale et plus généralement pour une meilleure régulation de la mondialisation. C'est la première fois qu'on a un accord international qui vient fixer une limite à la baisse, qui vient créer un plancher pour les taux d'imposition. On a plein de traités qui régulent la mondialisation, le commerce international, tout ce que vous voulez. Même il y avait plein de traités fiscaux sous l'égide de l'OCDE pendant très longtemps, mais tous ces accords étaient silencieux sur l'aspect le plus important de la politique fiscale, qui est, in fine, le taux d'imposition. Pour la première fois, on dit on ne peut pas descendre en dessous de 15%, donc ça c'est vraiment extrêmement important. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, bien sûr il y a tout un tas de limites, on va y revenir, mais ces limites ne sont pas forcément ce qui est le plus important. C'est-à-dire qu'il est un peu trop tôt pour savoir si ça va être un pas de géant ou finalement un coup de fusil à blanc. Parce que ce qui est potentiellement très intéressant dans cette démarche, dans cet accord, c'est que ça ouvre tout un tas de possibilités. C'est ce qui va se passer ensuite, finalement, qui est important, qui est intéressant. C'est-à-dire que, la taxation des multinationales, c'est bien, les grandes entreprises, mais l'impôt sur les sociétés, c'est qu'une petite partie des recettes fiscales totales, et même si on avait plus d'impôts sur les sociétés, finalement, ça ne changerait pas forcément énormément de choses à la dynamique des inégalités, la concentration des richesses, etc. Donc ce qui est important, c'est est-ce que cet accord va nous permettre d'aller plus loin et d'évoluer vers une nouvelle forme d'internationalisme progressiste, finalement. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'accords entre les pays pour dire on va taxer nos revenus, nos grandes fortunes, nos sociétés multinationales. Est-ce que c'est la première étape vers cette évolution,
Ou est-ce que la vision pessimiste, finalement, c'est que ce plancher de 15% va très vite se transformer en plafond? Comme c'est même pas 15%, ça va être plutôt des taux effectifs de l'ordre de 10, 12, enfin personne ne sait trop, mais ça va être un peu moins que 15. Il y a un petit risque, si on regarde le verre à moitié vide, que finalement, ça vienne entériner 40 ans de concurrence fiscale et de course au moins-disant fiscal et d'évasion fiscale. Simplement, au lieu que les multinationales payent 0%, dans l'illégalité, elles vont payer en toute légalité 10%. Alors, si c'est ça qui se passe, ce serait un terrible échec. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore si c'est plutôt la première étape de ce nouvel internationalisme progressiste, ou est-ce que c'est au contraire entériner, légaliser l'évasion fiscale. En tout cas, entre ce moment où les interviews ont été tournées et aujourd'hui, le temps de faire ce montage et tout ce travail, il y a du temps qui s'est écoulé. Est-ce qu'on constate déjà des retombées de cet accord-là? Est-ce qu'on a déjà levé de l'argent, récolté de l'argent grâce à cette nouvelle loi? La réponse est non, parce que la loi, elle est applicable à compter du 1er 2024. janvier de cette année. Donc l'argent, il va être collecté, c'est comme l'impôt sur le revenu, c'est différent, on a la retenue à la source. Il n'y a pas de retenue à la source, et donc on va le collecter à compter de 2025. De combien il s'agit? Initialement, c'était 200 milliards d'euros par an. Là, je sais pas, on est entre 150 et 200 milliards, on verra. Et puis il y a une autre question qui est ouverte, c'est qui va récupérer l'argent? Est-ce que ce sont les pays où se trouvent les sièges des multinationales, ou est-ce que finalement ce sont les paradis fiscaux eux-mêmes, où se trouvent aujourd'hui les multinationales? Alors les paradis fiscaux à 0%, ils vont être nettoyés très largement, sauf quelques exceptions, les Bermudes, parce qu'ils ont du business qui est pour d'autres raisons que fiscales. La fiscalité, c'était du plus, mais ils resteront aux Bermudes, même si les Bermudes se mettent à 15%. Donc on a une petite incertitude sur la distribution immédiate. À 5 ans néanmoins, l'impact estimé, ça c'est des économies, je crois qu'il y a plutôt un consensus entre le FMI, le OCDE et les grandes institutions, c'est de dire qu'à 5 ans, en fait, les boîtes, elles vont limiter l'utilisation de pays où la fiscalité est moindre. Mais je rejoins Gabriel sur le fait que on ne sait pas, on verra, c'est un peu tôt pour juger. Moi, ce que je constate, notamment en parlant beaucoup d'entreprises, d'avocats, c'est que les règles, elles n'ont pas juste changé avec l'impôt minimum mondial en 2021. Elles ont commencé à changer en 2012 avec un projet qu'on avait lancé qui s'appelle les Base Erosion and Profit Shifting, BEPS, l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices, qui avait mis fin aux produits hybrides, qui avait mis fin à l'utilisation des conventions fiscales pour investir en Inde, je passais à l'île Maurice. Ça a été nettoyé. Donc il y a une première couche qui a été nettoyé. C'était légal. Je serais en léger désaccord avec Gabriel. Tout ça était légal. C'était totalement scandaleux. C'était le mauvais résultat. Mais c'était légal. Donc il fallait, pour le traiter, changer la loi. Il y avait une partie qui n'était pas légale, mais c'était plutôt marginal. On avait un scandale encore plus grand. C'est même pas que c'était illégal. C'était légal et c'était les États qui portaient la responsabilité de ne pas avoir changé les choses. Donc, à voir ce qui va se passer. Une petite note négative ou pessimiste, et vraiment malgré moi, c'est que la fragmentation géopolitique actuelle rend des grands accords plus compliqués. Et c'est là qu'il va falloir être smart et faire des accords de coalition of the willing, on dit en anglais, des groupes qui pensent de la même manière. Et peut-être que, pour revenir sur le positif, l'Union européenne a une carte à jouer. Peut-être que dans le cadre de l'Union européenne, on peut avoir un peu de leadership là-dessus, avec des mécanismes d'exit tax et autres, mais tout ça, c'est les nouveaux chevaliers que ça en occupe. Moi, j'ai quitté l'OCDE, donc je suis observateur. Vous avez donné, c'est bon. Quand on regarde ce documentaire, je pense qu'ici, toutes et tous, on est convaincus du bien fondé à la fin de la taxation, tout simplement, de l'impôt. Et il y a même une phrase, moi, qui m'a marquée, qui a été prononcée par Jayati Ghosh dans le documentaire, qui dit « Les inégalités dans les pays en développement peuvent être considérées comme des crimes contre l'humanité ». Et c'est, je trouve, toute la force de ce documentaire, c'est qu'on voit bien les répercussions que ça a sur les vies humaines et les structures de société. Donc, en tant qu'État ou en tant que dirigeant d'un quelconque pays, on se dit mais il est évident qu'on a tout intérêt à participer à ce type d'accord, qu'on a tout intérêt à récolter le plus d'argent possible. Et pourtant, on constate à quel point c'est difficile, à quel point il semble y avoir des forces, pour reprendre le vocabulaire de Star Wars que je n'ai pas regardé, mais des forces qui vont dans le sens contraire. Et donc,
moi, je m'interrogeais sur le rôle des entreprises, parce que le prix Nobel d'économie, même si on ne peut pas vraiment dire prix Nobel d'économie, mais globalement, Joseph Stiglitz, à un moment, mentionne le fait que les gouvernements écoutent les entreprises, et que les entreprises disent « oui, mais si vous taxez plus, nous, on va partir, et donc vous ne pouvez pas nous taxer plus ». Et avec mon sale esprit de journaliste, moi, je me demandais, mais pourquoi les gouvernements écoutent à ce point ces grosses entreprises? Gabriel Zucman, peut-être que vous avez un mot à dire là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernements écoutent plus les grosses entreprises que les économistes, comme vous? Non, mais les grandes entreprises, parce que tout simplement, elles ont beaucoup investi, enfin tous les acteurs économiques qui bénéficient de la concurrence fiscale internationale, de l'évasion fiscale, ont investi beaucoup d'argent et beaucoup de capital intellectuel pour essayer de défendre le statu quo, en nous expliquant que finalement... la concurrence fiscale, c'est une bonne chose, vous comprenez, parce que si les États comme ça se font concurrence à coup de subventions ou de réduction d'impôts, c'est ça qui va qui va mettre des limites à la capacité prédatrice des États à surtaxer, sinon les hauts revenus, les entreprises, etc. Oui, on voit bien ce qui se passe au Chili dans le documentaire, ça ne fonctionne pas. Et tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce discours très bien huilé, ou alors qui nous explique que finalement la concurrence fiscale internationale, l'évasion fiscale, c'est comme une espèce de loi de la nature. On n'y peut rien, si vous voulez, c'est comme ça. C'est la mondialisation et puis la façon dont elle fonctionne à l'heure actuelle. C'est comme les lois de la physique. Finalement, on est complètement impuissant. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent tout ce discours-là? Tout simplement, déjà, tous ces acteurs économiques en bénéficient à plein. Il faut bien se rendre compte qu'il y a toute une industrie qui est loin d'être anecdotique par sa taille, de l'optimisation fiscale, de manipulation des prix de transfert. C'est, je pense, plus de 100 000 employés au niveau mondial, soit dans les entreprises multinationales, soit dans les cabinets de conseil, d'audit, en optimisation fiscale, dont le gagne-pain consiste à essayer de déplacer des profits d'un pays à fiscalité relativement forte, comme la France, vers un pays à fiscalité relativement faible, comme l'Irlande ou les Bermudes. Donc, s'il y avait demain une harmonisation fiscale parfaite, toute cette activité disparaîtrait du jour au lendemain, donc il serait véritablement sans emploi, sans revenus. Et donc, ils se sont très fortement mobilisés, et les gouvernements, oui, les écoutent bien trop, parce que de l'autre côté, si vous voulez, il y a eu un déficit, de mon point de vue, de mobilisation disons des partis de gauche, pour résumer, dans les démocraties européennes, en particulier aux États-Unis, pour la cause, pour le combat fiscal. C'est-à-dire que depuis l'après-guerre, les questions de fiscalité, en particulier de fiscalité progressive, de taxation du capital, ont été malheureusement plutôt abandonnées par les partis de gauche, et les partis de droite qui se sont fortement mobilisés pour dire non, taxer le capital, c'est vraiment horrible, ça va tuer la croissance économique, ça va faire baisser l'investissement, in fine, ça va appauvrir les salariés. Et la gauche, dans la période post-Deuxième Guerre mondiale, a plutôt misé sur la propriété publique des moyens de production, enfin sur un tas d'autres politiques, et n'a pas suffisamment investi de capital intellectuel dans la réflexion sur la fiscalité. Ce qui fait que le combat, en réalité, et encore, malgré les travaux de l'ICRICT et d'autres groupes, reste très déséquilibré. Pascal Saint-Amand, vous qui avez été au cœur de ces négociations, encore une fois, quand on s'interroge sur ce qui peut faire obstacle à ce sens de l'histoire, cette taxation qui irait de plus en plus importante pour les grosses entreprises, quel est le poids des lobbies qui, on le sait, peuvent sont présents aux abords des négociations, et quel peut être le poids de la pression de l'opinion publique? Parce que c'est mentionné à la fin du documentaire comme étant un outil majeur, comme étant peut-être même le moyen de faire avancer les choses. Comment ça se passe? C'est une très bonne question. Le poids des opinions, le poids des opinions publiques a été essentiel pour qu'il y ait une réaction. Mais pour déclencher ça, il a fallu la crise financière. En fait, pour prolonger ce que disait Gabriel, je crois que ce qu'on paye, et plus que les lobbies ou la société civile, on paye 40 ans d'idéologie, de libre-échange, de marché. C'est le marché qui va réguler, et on n'a pas vraiment besoin de réguler le marché. Et donc on a une mondialisation non régulée. On pourrait simplifier en disant que c'est 40 ans de reaganisme et de thatcherisme. Et ça a contaminé les esprits, y compris la gauche.
se souvient tous de Jospin disant « mais j'y peux rien ». Il y avait un côté « c'est inéluctable, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la concurrence, il n'y a plus de frontières et on n'y peut rien ». Et donc vous aviez des négociateurs, des gens, des ministres, qu'ils fussent de gauche ou de droite, qui avaient en tête « on ne peut rien faire ». Et c'est seulement la crise financière qui provoque une réaction parce qu'il y a eu un travail, et là-dessus, ICRICT et le Tax Justice Network ont eu un rôle très important de rendre le sujet fiscal, sinon sexy, du moins d'intérêt, en disant frauder, c'est pas rigolo, c'est pas bien, c'est pas griller un feu rouge à vélo, ce que je ne recommande plus. Et donc, il faut être attentif à ça. Et là, vous avez un enchaînement entre la crise, les scandales et les réactions politiques. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que la crise financière, elle explose en septembre 2008. Elle commence en août 2007. Les subprimes, c'est août 2007, en fait. Et en février, le jour de la Saint-Valentin 2008, vous avez le scandale du Liechtenstein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un gros scandale sur du secret bancaire. Vous avez un agent de la banque du Liechtenstein, du prince du Liechtenstein, qui a copié les noms des bénéficiaires effectifs, 4 ou 5 000 personnes. Il a vendu ça au service secret, il s'est refait faire le visage, il est parti en Australie avec 5 millions, et, parce qu'il y avait plusieurs gens qui n'étaient pas très contents de ce qu'il avait fait. Et là, ça lance un vrai scandale populaire, c'est-à-dire les gens s'y intéressent, c'est à la une de tous les journaux. Et à partir de là, vous avez toute une série de leaks. Les mouvements de justice fiscale ont contribué à ça, ont contribué à sensibiliser les journalistes, à les informer. Et ça a conduit à maintenir la pression dans la négociation parce que les ministres ils disaient « Ah, il y a les Panama Papers, il faut faire quelque chose ». Et donc on s'est nourri de ça pendant plusieurs années. Mais les lobbies, ils ont été là. En même temps, quand vous avez une telle pression populaire et la crise, ils ont un moindre impact, mais ils ont toujours un impact. Et alors, puisque le documentaire se termine sur une touche très positive, j'aimerais qu'on vienne sur une de vos mesures que vous portez aujourd'hui avec votre observatoire, qui est celle de la taxation des milliardaires. En quoi est-ce que ça consiste et pourquoi est-ce que, selon vous, c'est un peu l'étape suivante après l'accord dont on a parlé ? Je pense que, effectivement, ce qui est important dans cet accord sur les multinationales, c'est qu'il rend possible le fait d'appliquer cette logique. On sait maintenant que la concurrence fiscale, c'est pas une loi de la nature, qu'on peut se mettre d'accord à 130 pays sur le principe d'un taux minimum d'imposition. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec l'Observatoire européen de la fiscalité, avec Quentin Parinello qui est ici, avec beaucoup d'autres, c'est d'appliquer, de faire ce que Pascal a réussi à faire avec les grandes sociétés multinationales, maintenant de l'appliquer aux milliardaires mondiaux. Parce qu'en réalité, c'est ça l'injustice fiscale essentielle aujourd'hui. C'est que vous prenez les plus grandes fortunes mondiales, et elles payent quasiment aucun impôt sur le revenu, très peu d'impôts. Donc il y a quelques années, il y a 3 ans, il y avait eu des révélations du média américain ProPublica sur les contributions, les maigres contributions des grands capitaines d'industrie américains aux recettes fiscales américaines, où on voyait Jeff Bezos qui payait 0 impôt sur le revenu, Elon Musk quasiment 0. Il y a une année, Jeff Bezos, il déclare avoir 0 revenu imposable, il dit « Regardez, je suis tellement pauvre qu'il faut me donner les allocations familiales ». C'est l'homme le plus riche du monde. Et il reçoit les allocations familiales. Et ce que la recherche des économistes a démontré depuis quelques années, les économistes ont commencé à s'intéresser à ce sujet, enfin, c'est que le problème va bien au-delà d'anecdotes comme ça, de quelques milliardaires qui payent rien, mais il est systématique, il est quasi systématique. En France, il y a une excellente étude de l'Institut des politiques publiques, hébergée à l'École d'économie de Paris, en utilisant les données de Bercy, qui montrent que les milliardaires français payent en impôt sur le revenu moins de 2% de leurs revenus. Enfin, je veux dire quasiment 0%. Ils ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu. Ce que ça veut dire, très concrètement, si vous prenez les milliardaires français, si demain, ils partaient tous s'exiler fiscalement aux îles Caïmans, souvent, ils menacent de faire ça en Suisse plutôt qu'aux îles Caïmans, mais s'ils partaient tous demain dans des cantons suisses avec pas d'impôts, ça ne changerait quasiment rien, très concrètement, aux recettes fiscales de la France. Parce qu'ils ne payent quasiment rien aujourd'hui. Et bon, dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire comme la France est de plus de 50% du revenu national, où toutes les catégories sociales, les classes populaires, les classes moyennes supérieures, payent beaucoup d'impôts, le fait que les acteurs économiques les plus puissants et les plus riches ne payent quasiment rien est tout simplement inacceptable. Et à chaque fois, comme vous le savez, dans tous les pays où il y a un débat sur augmenter la progressivité fiscale, mieux taxer les riches, l'argument qui revient toujours, c'est « Ah,
on aimerait bien le faire, mais finalement, c'est impossible si on est les seuls. Il faut que ce soit fait de façon coordonnée et idéalement au niveau international. Ce qui n'est pas complètement vrai, mais ce qui a aussi une certaine dose de vérité. Et donc, c'est pour ça que c'est important, et c'est ce qu'on essaye de faire, de dire aujourd'hui, bon, ben voilà, ce qu'on a fait pour les multinationales, on va se mettre d'accord, on va forcer les milliardaires à payer concrètement en impôt sur le revenu l'équivalent d'au moins 2%, c'est pas énorme, mais c'est déjà un début, 2% de leur patrimoine, pas de leur revenu, 2% de leur patrimoine chaque année. Ça rapporterait encore plus que la taxe à 15% sur les multinationales. Ça rapporterait 250 milliards de dollars sur moins de 3000 contribuables. Des milliardaires mondiaux, il n'y en a pas énormément, hein. Il y a un nouveau travail pour vous, Pascal Saint-Amand, là. Voilà l'idée. Il y a un travail pour Gabriel. Et on compte sur Pascal pour nous aider. Et donc, je pense que c'est la prochaine... Enfin, il y a deux grandes étapes à venir. Il y en a une qui est la taxation du carbone, c'est pas le débat de ce soir, mais c'est là qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer, et c'est extrêmement compliqué socialement, on le voit dans tous les pays. Et puis le second grand sujet, et qui a une dimension internationale évidente, c'est la taxation des plus riches. Et là-dessus, l'Union européenne et l'OCDE, quand ils ont lancé les travaux en 1996, très timidement sur les multinationales, les Anglais avaient dit « on ne touche pas aux riches ». Ils avaient un régime qu'on appelle les non-domiciled. D'ailleurs, Rishi Sunak vient d'y mettre fin, de façon intéressante, parce qu'il sent la pression monter. Mais les Anglais avaient dit « on n'y touche pas ». Et depuis, on n'y a pas touché. Moi, j'ai essayé à l'OCDE de dire, on pourrait peut-être regarder quand même les riches, parce que là, ils ne payent rien, et au moins, on pourrait commencer par dire quels sont les régimes fiscaux dommageables. Par exemple, les Belges ne taxent pas les plus-values. Donc, si vous êtes un entrepreneur français, que vous avez une plus-value latente, vous allez vous installer en Belgique, puis vous vendez votre boîte 50 millions d'euros, zéro fiscalité en Belgique. On n'a même pas besoin d'aller aux îles Caïmans. Et donc, il fallait commencer des travaux là-dessus. Alors, autant les commencer, je pense qu'il y a une maturité maintenant pour le faire, par le haut. Au lieu de le faire par le bas, on peut commencer par le haut. Et c'est le grand avantage de Gabriel d'avoir été capable d'amener ça au G20 et d'en faire un sujet. Donc maintenant, il va falloir transformer ça en une réalité, dans un monde fragmenté, dans un monde compliqué. Mais je pense aussi que c'est possible et il faut y aller à fond. Juste un point, parce qu'on a un peu tendance parfois à dire « ah là là, c'est les Anglais, c'est les Belges, c'est les Suisses, etc. » Mais ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que le paradis fiscal pour les milliardaires, c'est nous. Hein, c'est la France, c'est les autres pays de l'Union européenne, c'est la plupart des pays ne taxent pas ou quasiment pas les milliardaires. Et c'est pas à cause de régimes fiscaux dérogatoires ou de niches spéciales, c'est simplement que le système est organisé de façon telle que si vous avez une très très grande fortune, c'est très simple de structurer votre patrimoine de façon à ce qu'il ne génère aucun ou presque pas de revenus taxables. Donc, on ne va pas réussir à régler ce problème simplement en pointant du doigt quelques régimes particulièrement problématiques ou agressifs, parce que voilà, la France est un paradis fiscal pour milliardaires, comme la Suède, en fait, l'est aussi, comme les Pays-Bas, il y a une excellente étude, le sont, etc. etc. Et pardon, si je peux juste enchaîner, au-delà de ça, tout à fait d'accord, et au-delà de ça, moi je suis encore plus radical, je dis il faut regarder les droits de succession, notamment sur les milliardaires. Parce qu'il va y avoir le plus grand transfert de richesse de l'histoire de l'humanité dans les 20 ans qui viennent. Et prélever 30%, 40% sur quelqu'un qui a 100 milliards, il en restera 60 milliards, de quoi faire vivre à peu près des générations sur 1000 ans. Hein. Et donc c'est quelque chose, mais c'est intéressant, je parlais d'idéologie tout à l'heure. Qui aujourd'hui a en tête de mettre ça sur la place publique? On ne le voit pas, donc je fais de la surenchère, on devrait aussi réfléchir aux droits de succession. Je m'arrête. Bah oui, parce qu'il faudrait quand même donner la parole à la salle. Je ne sais pas si vous êtes encore réveillés, il est 22h. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux intervenants? Oui, monsieur, là. Hop. Je le tiens, je vais en récupérer un. Okay. Hop. Merci beaucoup. Je distribuerai. Bon, merci pour le documentaire et merci pour le débat. Donc on a des victoires un peu en demi-teinte, on va dire. On a des nouveaux champs d'action où on sent que ça va être un peu en demi-teinte. Donc on nous parle du Parlement européen qui vote un truc et puis le Conseil qui dit non. On nous parle de l'ONU qui va voter un truc et le Conseil de sécurité qui va dire non. On nous parle du Parlement français qui va voter des trucs et on va faire un 49-3. Donc finalement, est-ce qu'à la fin, ce qu'il ne faudrait pas faire d'abord, c'est avoir des institutions démocratiques? C'est une question pour vous, ça, Pascal Saint-Amand. Merci. Le problème, si vous voulez, c'est que dans la communauté internationale, c'est pas une communauté démocratique.
C'est des États souverains qui sont égoïstes, c'est des monstres froids qui défendent leurs intérêts. Parce que chaque pays est souverain. Et la fiscalité est au cœur de la souveraineté. Donc ça rend les choses compliquées. Un pays ne va être lié par des règles fiscales que s'il y a donné son accord. Alors on peut l'imposer plus ou moins si c'est un petit pays. Si c'est les États-Unis ou c'est la Chine, on n'arrive pas vraiment à les imposer. D'où le fait d'avoir à négocier. Donc la démocratie, si vous voulez, c'est en interne. Vous disiez le Parlement vote des lois, il y a un 49.3. Non, précisément, le Parlement, il ne vote pas les lois parce qu'il y a un 49.3. C'est la difficulté, si on parle de ça. Mais en fiscalité, au niveau international, la difficulté que vous avez dans la négociation, c'est qu'on peut dire il faudrait faire ça. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord là-dessus. Et en réalité, ce sont les États souverains qui décident d'être liés ou pas. C'est la limite, moi, que j'aurais dans les commentaires sur l'ONU. On dit c'est parfait, c'est l'ONU, c'est magnifique. Ouais, sauf que les États-Unis, les Chinois et les autres, à l'ONU, ils ne se mettront pas plus facilement d'accord. Et c'est toute la difficulté de la négociation. Quant à la demi-teinte, juste une anecdote personnelle. J'étais il n'y a pas très longtemps avec un pays africain qu'on a vu. Et parce qu'il y a trop de gens qui disent demi-teinte, en fait, non, pas vraiment, c'est l'OCDE, c'est pas bien, c'est mieux l'ONU, l'impôt minimum mondial, il est lancé. Les mines de cuivre qu'on a vues, elles ne sont pas taxées, parce qu'il y a des exonérations fiscales dans ce pays. Ils ne prennent pas les impôts. J'aurais dit, ça serait peut-être pas mal que vous preniez l'impôt, parce que si vous ne le prenez pas, maintenant, c'est la France ou le Canada qui va prendre les 15%. Et le directeur général des impôts me dit, ah oui, mais quand même, c'est l'OCDE, c'est pas bien, on nous a dit que c'était pas bien. Je dis, mais si tu ne prends pas les 15%, c'est les Canadiens qui vont les prendre. Et donc, au moins, prenez-les. Il y avait le ministre des Finances à la table qui dit, attends, on va taxer des étrangers et ça va nous rapporter quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, on va le faire au CDE ou ONU. Donc, il faut toujours faire attention sur les demi-teintes. Je pense que c'est bien en débat d'experts et tout ça de le faire. Il faut aussi dire, il y a des victoires. Et je pense que disait Gabriel aussi tout à l'heure en disant c'est quand même un changement, on verra ce que ça donne, mais c'est un changement assez fondamental de paradigme pour être cuistre. Je pense que c'est important de le dire. Pour revenir sur la question des institutions, Gabriel Zucman, vous pensez qu'on a les institutions suffisantes? Est-ce qu'on a le minimum syndical pour quand même opérer les changements que vous appelez de vos voeux? Non, je partage le point de vue qui était exprimé, c'est-à-dire qu'une des raisons derrière le manque de progrès, l'insuffisance des progrès en tout cas dans ce domaine, c'est que le débat est insuffisamment démocratique, c'est que ces questions sont discutées dans des enceintes finalement quand même très technocratiques, de façon souvent hyper technique, alors que les enjeux de fond ne sont pas non plus d'une grande complexité. On ne parle pas de physique quantique, mais parfois la façon dont ces débats sont présentés, c'est comme si c'était une technicité monstre et que les citoyens n'avaient vraiment pas à y mettre leur nez, que ça dépassait vraiment tout le monde, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et c'est pour ça que des films comme celui-là sont particulièrement importants. C'est pour ça que nous, on passe aussi beaucoup de temps à l'Observatoire européen de la fiscalité à essayer de démocratiser ces questions de fiscalité internationale, parce que, in fine, la seule façon de les trancher, c'est pas dans des enceintes, que ce soit l'OCDE, l'ONU ou quoi que ce soit d'autre, c'est via la délibération démocratique et le vote des citoyens. Ce sont les citoyens qui votent l'impôt dans tous les pays. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on peut avoir tendance, c'est vrai, compte tenu du profond déficit démocratique, à douter à douter de la possibilité de faire des progrès réels là, dans les années qui viennent. Mais ce qui est intéressant quand on étudie l'histoire de la fiscalité, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de changements. Voilà, pour le dire simplement, historiquement, des situations qui pouvaient avoir l'air complètement bloquées peuvent se débloquer très rapidement. Et l'histoire fiscale est pleine de retournements, pour le dire très simplement. Par exemple, l'histoire fiscale américaine que j'ai pas mal étudiée, c'est très frappant. Jusqu'en 1913, la Constitution américaine interdit la création d'un impôt sur le revenu, et puis ils arrivent quand même à changer leur Constitution et créent un impôt sur le revenu en 1913. Et puis très rapidement, les taux d'imposition pour les plus hauts revenus montent jusqu'à 94%, alors que 15 ans ou 20 ans avant, on leur disait c'est strictement impossible. Il n'y aura jamais d'impôt fédéral sur le revenu. Et puis après, il baisse énormément sous Reagan, etc. Donc, heureusement, il y a des changements, et des changements même monumentaux qui se sont produits historiquement et qui continueront, fort heureusement, à se produire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, peut-être au fond à gauche. Oui, parfait. Une personne qui que ici travaille dans... remercier Christian Chavagneux de Alternative économique qui nous a présenté le co-réalisateur du film, Xavier Harel. Merci. La même question pour tous les deux. Il y a une intervenante qui dit qu'une façon de régler le problème, d'aller plus loin pour régler le problème de la taxation des multinationales, c'est d'instaurer une taxation unitaire. Et elle dit c'est vraiment très simple. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Comment vous réagissez tous les deux? Est-ce que c'est une solution simple et ça vous paraît une bonne solution?
Et puis, deuxième question, est-ce qu'il va falloir attendre 15 ans pour avoir la taxe à 2% sur les plus riches, ou est-ce qu'on peut aller plus vite? Merci. Pascal Saint-Amand voulait réagir en premier. Gabriel. J'allais dire Gabriel Attal, je suis désolée. No comment. La taxe à 2% sur les plus riches, on nous reproche déjà d'aller trop vite, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte des progrès accomplis en quelques semaines à peine. Le Brésil, qui a la présidence du G20 cette année, a effectivement inscrit cette question à l'agenda des discussions internationales. La première réunion des ministres des Finances du G20 avait lieu à Sao Paulo à la fin février. Pour la première fois dans une réunion de ministres des Finances du G20, les questions de fiscalité progressive, de taxation des très riches, d'inégalité ont été discutées. Il faut bien se rendre compte que tous ces braves ministres, ils se réunissent plusieurs fois par an depuis très longtemps, et il n'y a pas une seule fois dans ces réunions des ministres des Finances du G20 où ils avaient parlé de taxer les riches. Donc, premier pas de géant. Deuxièmement, moins de 3 mois après cette première réunion, il y a déjà tout un tas de pays qui se sont exprimés en faveur de cette taxe sur les milliardaires. Le Brésil, bien sûr. La France soutient cette initiative. L'Espagne, la Colombie, l'Afrique du Sud, l'Union africaine, la Belgique, et il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Donc, bon, je ne pense pas que ça va se faire là dans les mois. Personne ne pense que ça va se faire dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais on peut espérer, à mon avis, faire des progrès importants, peut-être dans les années qui viennent. J'espère que ça ne va pas prendre 15 ans. Et de toute façon, on ne peut pas vraiment attendre. C'est-à-dire que les enjeux en termes de recettes fiscales, les enjeux en termes de lutte contre les inégalités, les enjeux en termes de créer des nouvelles formes de coopération internationale pour lutter contre la fragmentation à laquelle Pascal faisait référence, sont tellement importants qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. Sur la première question, sur la taxation unitaire, oui, la taxation unitaire, c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on va laisser les multinationales pouvoir exploiter le système actuel à base de prix de transfert, donc le système repose sur la fiction que les différentes filiales d'un même groupe multinational sont des entités parfaitement indépendantes les unes des autres, qui doivent s'acheter et se vendre à elles-mêmes des biens et des services comme si elles ne faisaient pas partie du même groupe, comme si elles ne faisaient pas partie d'Apple, alors que c'est toutes des filiales d'Apple. Bon, cette fiction est intenable et n'a pas grand sens, et donc il faut évidemment évoluer vers une taxation consolidée, unitaire des multinationales. Simplement, ça ne peut pas être le fin mot de l'histoire, parce que ce qui compte, plus que la technique, c'est, in fine, le taux d'imposition. C'est-à-dire qu'on peut avoir une taxation unitaire, mais si c'est pour appliquer des taux de 5%, de 10%, de 15%, finalement, ça ne règle pas le problème. Et c'est pour ça que l'approche à base de taux minimaux importants, parce que si le minimum est très faible, ça ne sert à rien, mais 20-25% de taux effectif minimum sur l'impôt des sociétés, ça ferait une différence considérable. Qu'on soit dans un monde de prix de transfert ou de taxation unitaire, finalement, par rapport à ces questions-là, il y a un peu de deuxième ordre. Pascal de Saint-Amand, pardon, je vous laisse réagir. Deux choses. Sur la taxation unitaire, alors ça peut vite tourner au débat technique, mais la question, c'est qui récupère quoi ? Une multinationale, elle fait un profit, il y a un gâteau, qui récupère quelle part ? Aujourd'hui, c'est la multinationale qui décide qui récupère quoi, et devinez quoi, c'est les pays qui taxent peu qui récupèrent. Je pense que même avec un impôt minimum élevé, à 20 ou 25%, c'est quand même important de savoir qui récupère quoi. Et donc la taxation unitaire, elle est théoriquement plus simple, mais il faut savoir sur quels critères on récupère. Et ce qui se dessine, vous pourrez y réfléchir, ce sont les pays de consommation. C'est là où il y a les consommateurs, parce que les économistes le disent, à juste titre, c'était ma première conversation avec Gabriel à San Francisco en 2012 ou 2013, qui est que la seule chose qu'une multinationale ne peut pas manipuler, c'est où se trouvent ses consommateurs. Vous pouvez fermer les usines ici, les ouvrir là, en fonction du coût du travail ou de la fiscalité. Vous pouvez déplacer vos profits très facilement. Vous pouvez déplacer vos marques encore plus facilement. Le truc que vous ne pouvez pas déplacer, c'est où se trouvent vos consommateurs. Et donc, baser la fiscalité sur là où se trouvent les consommateurs, c'est sans doute le système le plus robuste. Ça s'appelle la destination. Les Américains ont failli l'adopter en 2017. Paradoxalement, c'est Trump qui a failli faire adopter ça. Ils ne l'ont pas adopté, mais c'est un peu la solution. On parlait du pilier 1 dans le film. C'est un peu la solution du pilier 1. Alors, c'est à hauteur d'un quart des profits. Voilà. L'impôt minimum mondial, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau domestique, national,
puis il y a un niveau international. Et je pense que les deux vont de pair. Alors, certains, le ministre des Finances français, disent on ne peut rien faire domestiquement tant qu'il ne se passe rien internationalement. Donc, c'est une sorte d'excuse pour ne rien faire. Et ce n'est pas une fausse excuse. C'est vrai que si vous bougez unilatéralement, il y a un risque que les masses se déplacent, les masses financières se déplacent. Donc il va falloir, je crois, combiner les deux. Il faut d'un côté être bien capable d'expliquer qu'il faut mieux taxer le capital, la détention du capital, les revenus du capital. Par exemple, les dividendes aujourd'hui sont taxés à une flat tax, alors que les revenus du travail sont taxés au progressif. Donc il y a un vrai travail d'améliorer la progressivité de l'impôt, l'impôt sur le revenu, et notamment sur les plus riches. Et puis il y a une dimension internationale, et quelle sera la dynamique entre les deux? J'espère qu'elle soit la plus rapide possible. On va peut-être prendre une dernière question vraiment rapide. Je vois pas une femme super. Je veux bien poser une question. C'est par rapport au documentaire, si j'ai bien compris, il y a quand même 136 pays qui ont voté l'impôt minimum à 15%. Mais aujourd'hui, en 2024, il n'y a que l'Europe qui l'applique. Non. J'ai bien compris ou j'ai pas bien compris? Alors aujourd'hui, le film peut pas l'expliquer encore parce que ça bouge assez vite. Donc aujourd'hui, ça a bougé après que le film a été fini. Aujourd'hui, vous avez qui appliquent l'impôt minimum mondial, qui ont déjà voté. Vous avez le Japon, la Corée, vous avez tous les pays européens, vous avez le Royaume-Uni et en cours vous avez le Canada. Mais en réalité, il y a une cinquantaine d'autres pays qui ont adopté ou qui s'apprêtent à adopter les législations. Et ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est une masse critique de pays qui fait que donc ils vont taxer leurs multinationales, mais ils vont aussi taxer dès l'an prochain les multinationales de pays qui n'auront pas appliqué. Ce qui fait que vous avez trois niveaux en fait. Vous avez le niveau je taxe mes entreprises. Si c'est pas moi qui les taxe, c'est les pays de marché qui vont les taxer. Et in fine, en fait, les Bermudes se disent comme quelqu'un va taxer, je vais le prendre moi-même. Et donc vous avez une sorte de dynamique positive qui fait que ça va être appliqué. Après, il faut voir est-ce qu'il y a des trous ou pas. Moi, j'ai tendance à penser que non. Gabriel peut-être un peu plus que oui. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cet impôt, il n'a pas été conçu avec des trous dans la raquette d'emblée. Merci beaucoup. Finalement, on a le temps pour une dernière question. Je vais envoyer une au fond, puis après, je vous libère. Merci beaucoup. Je m'excuse, c'est de nouveau une question un peu technique sur comment redistribuer les nouveaux profits qu'on pourrait avoir une taxe sur les multinationales, parce que vous parlez du fait qu'on va regarder où sont les consommateurs, et ça a l'air super simple. On consomme, c'est là où on va payer les taxes. Mais est-ce que c'est vraiment si simple, notamment pour des entreprises numériques? Parce que par exemple, si on vend un magazine, c'est facile, on regarde où le magazine est acheté. Mais par exemple, pour Facebook, est-ce qu'on regarde les utilisateurs, sachant qu'il y a potentiellement des comptes qui ne sont pas réels? Ou aussi, chaque utilisateur sur Facebook ne va pas ramener la même value au final à Facebook. Si je suis tous les jours à scroller, je vais regarder plein de publicités, c'est super. Si j'y vais une fois par an. Donc est-ce que c'est vraiment si simple de regarder les consommateurs? Et surtout, est-ce qu'en fait, on va devoir imposer une taxation différente pour des entreprises numériques? Gabriel Zucman, je vous ai vu acquiescer. Je vous laisse répondre en premier avant de vous donner la parole. Oui, c'est une bonne question. C'est faisable techniquement, en gros, parce que si vous prenez l'exemple de Facebook, il y a les utilisateurs, mais surtout ce qu'il faut regarder, c'est les recettes de Facebook, et elles viennent du fait qu'ils vendent des espaces publicitaires à des annonceurs, et ces annonceurs, ils payent de la TVA. D'accord, donc c'est en utilisant les relevés de TVA, très concrètement, qu'on peut savoir de façon assez fiable où est-ce que les multinationales ont leurs clients. D'autre part, une des avancées réelles du processus BEPS dont Pascal Saint-Amand parlait précédemment, c'est que les entreprises multinationales doivent maintenant publier une ventilation de leurs comptes pays par pays, avec leurs bénéfices pays par pays, le montant d'impôt dont elles s'acquittent pays par pays, et aussi une ventilation de leur chiffre d'affaires pays par pays, qui est loin d'être parfaite, mais qui a quand même permis de faire des progrès en matière de transparence sur les activités multinationales, avec un gros bémol, qui est que ces déclarations de reporting pays par pays, pour l'essentiel, ne sont pas publiques, elles sont simplement confidentielles, envoyées aux administrations fiscales, qui ensuite se les échangent les unes avec les autres, et là ça va être extrêmement important pour la société civile de faire pression sur les gouvernements pour que cette déclaration de reporting pays par pays soit rendue publique. Donc,
bonne question qu'on s'est posée quand on a développé le pilier 1. Il y a une réponse qui est dans la convention multilatérale qui est publiquement accessible. En bref, quand Facebook gagne de l'argent, cet argent, il est enregistré en Irlande. Et c'est pas l'Irlande qui va récupérer l'argent. En fait, la règle, ce qu'on appelle revenue sourcing, la façon de sourcer le revenu de Facebook, c'est qui paye la publicité. Et donc, il y a tout un ensemble de règles qui ont été élaborées et qui permettent de tracer ça assez bien. Les grandes entreprises tech avaient dit au début, on ne sait pas faire, ce sera trop compliqué. Puis on a réussi à faire craquer ce problème-là. Donc là, il y a une solution. Elle est pas trop compliquée à mettre en place. Écoutez, c'est la fin de cette soirée. Il est déjà 22h22. J'ai fait pile 40 minutes. Je suis très fière de mon timing. Merci beaucoup d'avoir été aussi attentifs. Vraiment. Voilà, merci beaucoup au cinéma L'Escurial pour l'organisation et pour l'accueil. Merci à vous tous donc d'être venus ce soir. Et merci à Yuzu Productions et à Mechanix pour l'organisation de ce débat. Très bonne soirée à tous.